Après une attente anormalement longue, ça y est, on y est presque, l'Euro commence dans 5 jours. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux favoris. Dans quel état se trouvent la France, le Portugal, la Belgique et les autres? Que doivent-ils faire pour gagner l'Euro? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. L'Euro commence très précisément dans 5 jours, on y est enfin après toute cette attente. Pour toutes les personnes qui aiment ce sport, qui le suivent quotidiennement tout au long de l'année, ce genre de tournoi c'est le moment culminant d'une année, tout ce qu'on aime condensé sur 30 jours quasiment non-stop. Aujourd'hui, pour préparer ce tournoi, pour rentrer petit à petit dans le vif du sujet, je vous propose de s'intéresser aux favoris. Et comme je l'ai souvent fait sur la chaîne, on va s'intéresser à un point clé, à un enjeu par sélection favorite. J'en ai sélectionné 7, en réalité c'est plutôt 6, mais vous verrez pourquoi, et je vous propose de commencer par l'équipe, la sélection, qui ouvrira le bal vendredi contre la Turquie, l'Italie de Roberto Mancini. L'Italie, elle sort d'une période de reconstruction immense. Quand Mancini arrive à la tête de la squadra, vous vous souvenez peut-être de ces immenses listes, de ces listes à rallonge où on appelait parfois plus de 30 joueurs. Il y avait tellement d'interrogations, tellement de questions à résoudre. Mais depuis, ça va mieux. L'équipe, elle sort d'une belle campagne de qualification, d'une belle Ligue des Nations. Elle a acquis un nouveau statut. Il y a quand même deux petits problèmes dans des parcelles bien définies du terrain. Un, la défense centrale, on ne sait pas quels seront les joueurs alignés, ça reste assez ouvert avec Bonucci, Chiellini, Acerbi, Toloi ou Bastoni. Et à la pointe de l'attaque, Immobile et Belotti ont peut-être eu un peu plus de peine en sélection qu'avec leurs clubs respectifs. Alors au-devant de ces difficultés, pourquoi pas imaginer une équipe d'Italie qui brillerait davantage au milieu de terrain, une équipe qui a davantage la possession pour se protéger un peu plus avec ballon. Et elle aurait les profils pour le faire. Verratti, Barella, Jorginho, même Locatelli, Insigne et Chiesa, et vous me direz qu'avec Mancini, on a davantage vu ces séquences de possession un peu prolongées par rapport à l'ère Ventura ou l'ère Conte. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'enflammer. Je pense que l'Italie n'est pas encore à un point où elle va vraiment pouvoir imposer tout le temps son plan avec ballon, et peut-être c'est même pas sa volonté, parce que l'équipe d'Italie, on sait que dans son ADN, il y a un autre type de football qui est présent, et c'est aussi une équipe qui n'a pas de star offensive. Insigne sort d'une super saison, Chiesa, très très beau joueur, bonne saison aussi, mais elle n'a pas ce Ronaldo, ce Mbappé, ce Lukaku, ces joueurs tellement décisifs en attaque. Je pense que sa grande force, en fait, ça restera le collectif. Une équipe difficile à jouer, vraiment pénible à jouer. Vous ne savez pas, je pense, comment jouer ce genre d'équipe. Ce serait le meilleur compliment qu'on pourrait faire à l'Italie, de ne pas savoir comment la jouer. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas une équipe qui brillerait davantage à partir des huitièmes. Dans le sens où dans la phase de groupe, elle aura des rivaux qui seront inférieurs. Là, peut-être, elle devra être meilleure avec ballon, chercher à faire mal à un adversaire qui serait très réactif. Là où, à partir des huitièmes, elle pourrait elle-même être davantage dans la réactivité et être davantage l'équipe qui pose les questions plutôt que l'équipe qui doit apporter les réponses. À présent, le Portugal de Fernando Santos et Cristiano Ronaldo. Si vous faites une petite liste dans votre tête de tous les joueurs qui composent le compartiment offensif portugais, et qu'ensuite vous comparez cette liste à la vraie liste, je suis sûr que vous allez vous dire « Oh lui je l'avais oublié, oh lui je l'avais oublié, quoi ?» Ils ont aussi ce joueur-là, c'est scandaleux la qualité qu'il y a dans cette liste, c'est complètement fou. Si vous regardez par exemple leur paire de latéraux, pour moi c'est la meilleure du tournoi, Cancelo, Guerreiro, ça fait un peu rêver. Mais la grande question, le grand enjeu pour moi du côté de la Seleção, c'est comment intégrer ces profils créatifs qui ont besoin de liberté dans une idée de jeu de Fernando Santos qui, je dirais pas être aux antipodes, mais qui peut être un peu différente. On se rappelle de ce Portugal de 2016, conservateur, qui prend peu de risques, qui quadrille très bien le terrain. C'est une question qui s'est posée tout au long des éliminatoires, et ça ne veut pas dire que Fernando Santos n'y est pas arrivé, mais c'est pas la chose la plus facile à faire. Et deux, comment faire que ces joueurs puissent cohabiter entre eux? Parce que quand vous avez tous ces profils créatifs qui sentent le football comme ça instinctivement, vous avez besoin de quelqu'un qui se sacrifie, qui fait des courses dans le vide, qui garde sa position pour pas empiéter sur la zone de ses coéquipiers, qui lâche beaucoup plus vite le ballon que tous les autres, qui compense les déplacements de tous les autres. Il faut que les rôles soient très bien répartis. L'Espagne de 2012, elle y était très bien arrivée. Est-ce que ce Portugal y arrivera? Et est-ce que ce Portugal veut être dans une approche similaire? Peut-être que Fernando Santos ne le voudra pas. Et vous avez aussi la question Ronaldo. Comment intégrer Ronaldo dans cette équipe-là? Parce qu'on sait que c'est plus le joueur qu'il était,
qu'il est trop fort, mais dans une zone bien plus fixe, bien plus limitée du terrain, il faudra aussi bien le gérer dans le jeu, pas lui donner des ballons quand on sait qu'il va absolument rien sortir de l'action. Adversaire du Portugal dans le groupe F, l'Allemagne de Joachim Löw. Actuellement, il y a une ambiance très tendue autour de la sélection. Rien que sur la saison 2021, vous aurez eu la campagne de Ligue des Nations désastreuse, défaite terrible contre l'Espagne, défaite contre la Macédoine du Nord, le cas de Joachim Löw qui est un peu persona non grata, le retour d'Hummels et de Müller en sélection, un désaveu pour le sélectionneur, récemment un nul contre le Danemark, une équipe qui a des problèmes défensifs récurrents, qui offensivement tend à l'inoffensivité, je ne sais pas si c'est un mot, mais vous avez compris l'idée, et c'est une équipe qui a aussi des doutes quant à son dispositif, 3 centraux ou pas 3 centraux, est-ce qu'on joue avec un faux neuf, un vrai neuf ou un ailier au poste de numéro 9, plein de questions à l'approche du tournoi. Pour moi, le grand enjeu, c'est est-ce qu'il y aura un moment où cette équipe va trouver la formule, où ça va faire clic, où ça va switcher, je ne sais pas si tactiquement, dans les têtes, au niveau du groupe, mais est-ce qu'à un moment donné, cette équipe d'Allemagne va se trouver? Parce qu'au niveau de l'effectif, elle a le 3e, 4e meilleur effectif du tournoi. Le milieu de terrain, pour moi, il est inégalé dans ce tournoi-là. Gundogan, Kroos, Kimmich, s'il joue là, ou Goretzka, Kimmich joue sur un côté. Qualité au poste de gardien. Rudiger dans une super forme. Mais est-ce qu'on aura, à un moment donné, une équipe d'Allemagne qui fait sens? Une équipe d'Allemagne qui, lorsqu'elle perd le ballon, arrête de paniquer. Une équipe d'Allemagne qui arrive à se transmettre le ballon rapidement. Une équipe qui ne joue pas à 2 à l'heure, en gros, et qui ne souffre pas le martyre sur chaque perte de balle. Est-ce qu'il y aura un moment donné où cette équipe d'Allemagne va se trouver, va gagner en cohérence? Soit elle monte en puissance au long du tournoi, soit elle n'arrive jamais à se trouver, et là, fiasco. Tant qu'on est dans le groupe F, restons-y, la France de Didier Deschamps. Je ne vais pas m'étendre indéfiniment sur cette sélection parce que c'est sûrement celle qu'on connaît le mieux, on la voit très régulièrement, une équipe de France qui est dans la continuité de 2016, de 2018. L'intégration de Karim Benzema, c'est le grand enjeu. Un Benzema qui s'entendra bien avec Griezmann, bien avec Mbappé, parce que Benzema il s'entend avec tous les joueurs ou presque avec qui il joue. Et en fait, pour moi, ça va permettre à l'équipe de France de gagner en créativité, en fluidité dans le camp adverse, mais pour ça, et on l'a vu contre le Pays de Galles, il faut des latéraux qui soient bons. Parce que si on concentre du monde au cœur du jeu, si tout ce beau monde va combiner, au moment où on écarte, il n'y a plus que les latéraux, il n'y a pas d'ailier devant, et là, il y a un déficit de créativité avec Pavard et avec Lucas Hernandez. Ça, c'est du travail pour Didier Deschamps, réussir à faire que ces joueurs, lorsqu'ils reçoivent le ballon, soit ils ont des solutions de passe à proximité, soit, je sais pas, ils tentent des choses. Mais sinon, ça va être un peu compliqué quand on arrive dans le dernier tiers, quand on écarte vers le côté, de revenir vers le centre. Parce que souvent, on entendait contre le Pays de Galles, Pavard a le ballon, il faut centrer. Mais si vous avez plus Giroud dans la surface, même si Benzema est un super joueur de tête, centrer, ça peut être plus la même valeur en fait. Donc là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à travailler. Une bonne chose en revanche avec tout ce monde au centre et cette accumulation de joueurs au centre, c'est qu'au niveau du pressing à la perte, ça pourrait être très intéressant. J'espère voir une équipe de France qui va régler pas mal de ses problèmes offensifs en récupérant très haut et en enchaînant assez rapidement avec la clairvoyance de ses attaquants. On a parlé de la France, est-ce qu'on ne parlerait pas de la Belgique à présent? Comparé à l'équipe de 2018, cette équipe de 2021, elle est quand même relativement similaire, mais à l'intérieur du groupe, certaines dynamiques ont changé. Hazard est en bien pire état en 2021 qu'en 2018, Carrasco, Courtois et Lukaku, bien meilleurs joueurs en 2021 qu'en 2018. La question autour de cette équipe de Belgique, l'enjeu que j'ai identifié, c'est à quel point elle arrivera à être complète. J'espère, j'ai une attente comme quoi cette équipe sera l'équipe la plus complète du tournoi. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'attaquer de grands espaces, elle a de super joueurs pour le faire. Lukaku, De Bruyne en transition, c'est fou. Carrasco, c'est la même chose. De bons joueurs pour lancer tout ce beau monde dans l'espace aussi. Si on décide d'allonger pour un Lukaku qui joue en pivot, on a la longue passe d'Alderweireld pour le faire. Et enfin, j'espère que cette équipe, à l'heure d'attaquer en camp adverse, d'attaquer des blocs bas, elle sera aussi forte. Pourquoi? Déjà parce qu'elle a un dispositif, que ce soit le 3-4-3 ou le 3-4-2-1, qui permet
d'avoir de la largeur, hein, c'est inhérent à ce dispositif, mais je pense aussi qu'elle a les profils pour pouvoir avoir du monde entre les lignes, des joueurs qui combinent, mais qui savent aussi déborder. Si vous prenez De Bruyne pour jouer dans les petits espaces, fantastique. Carrasco, il est vraiment intéressant pour ça. Un Dries Mertens à l'intérieur, c'est la même chose. Un Eden Hazard, même s'il est à 30% de sa forme, ça reste un joueur capable de tourner sur lui-même, d'attirer du monde sur lui, d'avoir des petites talonnades dans le jeu qui font des différences, qui créent des décalages. Il y a plein de joueurs aussi que j'imagine avoir oublié, mais il y a du monde pour être bon en camp adverse, pour pouvoir combiner, être fort à l'intérieur du jeu et créer des décalages et déborder. Alors c'est vrai que ça mettrait un peu en danger sa ligne défensive assez lente de jouer haut sur le terrain, mais je m'attends à ce que cette équipe de Belgique elle puisse avoir différents registres sous sa main. Et l'autre raison pour laquelle je m'attends à ça, c'est que Roberto Martinez, c'est peut-être le sélectionneur avec le plus de choses dans son livret tactique, dans la micro-tactique, dans les petites adaptations d'un match à l'autre, en cours de match, dans des zones spécifiques du terrain, il est très très fort. J'espère que la Belgique sera l'équipe la plus complète de cet Euro 2021. Avant-dernière équipe traitée aujourd'hui, l'Angleterre de Gareth Southgate. Ce groupe de joueurs, j'en suis fan. À part pour le poste de gardien de but, là tout d'un coup, beaucoup moins. Mais en règle générale, il y a plein de profils dans cette équipe d'Angleterre qui sont créatifs, rapides, intelligents, tout simplement géniaux à avoir joué, divertissants. Même Luke Shaw et John Stones sortent d'une super saison. C'est dire, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et un exemple qui est très parlant, c'est qu'au poste de latéral droit ou d'extérieur droit, TAA s'est blessé. Vous pouvez le remplacer par Trippier, si ça vous chante par Kyle Walker, et si vous voulez pas de ces deux joueurs-là, vous pouvez faire appel à Wan-Bissaka qui n'a même pas été convoqué, c'est dire la profondeur et la qualité du réservoir anglais. Mais, vous allez me dire, l'Angleterre, à chaque fois la même chose, on s'enflamme et au final on est déçu, et je suis parfaitement d'accord avec vous. Autour de cette équipe, il y aura une pression folle, la presse va leur mettre une pression, comme la presse anglaise sait le faire, beaucoup d'attentes, un statut peut-être pas forcément facile à assumer, beaucoup de ferveur parce que la finale et une demi-finale et les matchs de l'Angleterre se joueront à domicile, il y a aussi ce match très spécial contre l'Écosse. Bref, la question mentale, pour moi, elle sera encore plus importante que la question tactique ou la question de l'adaptativité de cette équipe d'Angleterre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'impression d'avoir un groupe uni, un groupe qui n'a rien à voir avec l'équipe des années 2010, avec beaucoup de qualité, mais une équipe complètement déchirée par les rivalités entre clubs. Mais même avec ça, il va y avoir un travail de Southgate qui sera nécessaire pour vraiment créer quelque chose de fort, une confiance dans ce groupe de joueurs-là qui va leur permettre de faire de belles choses. Sinon, j'ai peur qu'on soit face à une équipe d'Angleterre qui va encore nous décevoir. Et pour ne rien arranger, c'est une équipe qui, si elle termine première de son groupe, affrontera une équipe qui proviendra du groupe F, avec le Portugal, la France, l'Allemagne. Il faudra vraiment y aller pas à pas et faire les choses bien, dans le sens pas avoir de trop grandes attentes d'un coup, parce que sinon on sera encore déçu. Et enfin, l'Espagne de Luis Enrique. Je l'inclus parmi cette liste parce qu'au niveau du nom, ça reste l'Espagne, mais pour moi elle fait absolument pas partie des favoris. J'ai même un peu de la peine à la classer au niveau des outsiders. Mais bon, c'est une équipe qui a des problèmes d'effectifs, un réservoir qui est de faible qualité, un Luis Enrique qui est un super entraîneur, mais depuis son arrivée à la tête de la Roja, les choix sont parfois bizarres, difficiles à comprendre. Une équipe qui, c'est même pas si elle jouera à 3 centraux, tout le monde dit elle va jouer à 3 centraux, mais pour l'instant elle n'a jamais joué à 3 centraux. On ne sait même pas qui sera le gardien de cette équipe-là. Le meilleur joueur lors du dernier rassemblement, c'était Dani Olmo. Llorente, l'un des tout meilleurs joueurs de la dernière Liga, pourrait jouer latéral droit, bref. Très compliqué, et je pense que l'enjeu en fait, c'est surtout d'éviter la catastrophe et de limiter un peu la casse. 2022, ça risque d'être un meilleur tournoi pour l'Espagne que cet Euro 2020. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. De mon côté, je me réjouis de vivre cet Euro avec vous tous sur les réseaux sociaux. Grâce au live aussi, je vous tiendrai au courant très rapidement pour ce qui est du format, de la plateforme. Je dois encore prendre quelques décisions, je n'ai pas encore tout résolu. Bonne chance aux participants, bonne chance aux supporters français, bonne chance aux supporters belges. De mon côté, j'espère que mon équipe de Suisse passera cette année enfin la barrière fatidique des huitièmes de finale. Nous, on est un peu comme les Anglais, chaque année on se dit cette fois c'est la bonne et puis on finit déçu, mais cette fois c'est la bonne. Portez-vous bien, on se retrouve vendredi pour débriefer le premier match de la compétition. Allez, à toutes!